Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être là pour le dernier épisode du congrès 2022 de ma tante Jean. Encore hier, il y a eu une journée à Nantes, oh non, c'était avant-hier, excusez-moi, en présentiel par contre. Et ici, nous avons droit à un épisode en ligne, mais c'est déjà beaucoup, parce que nous avons eu un peu peur que rien ne se passe finalement au début de l'année scolaire. Nous avons déjà vu de très très beaux moments à Lille, à Avignon, je ne sais plus où, hein, il y a dans des tas d'endroits différents, à La Rochelle, etc. Et nous nous régalons déjà en attendant tout ce que vous allez nous raconter pendant ce dernier épisode, vous les élèves chercheurs d'Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, ce sont les collégiens d'Amérique du Nord qui ont quand même invité les lycéens du lycée Alexandre Dumas d'Alger qui n'avaient pas réussi à se positionner sur d'autres congrès en France. Donc merci beaucoup de les avoir accueillis parce que c'est très important pour eux de pouvoir participer à un congrès et de présenter leurs travaux. Et nous vous attendons pour que vous allez nous régaler de belles mathématiques. Et je voudrais vous remercier tous les élèves, toutes les élèves, pour tout ce que vous allez nous présenter, parce que de toute façon, je suis sûre que ça sera très très bien. Mais je voudrais aussi remercier vos enseignants et toute l'équipe de ma tante Jean qui a permis que ce congrès ait lieu, Nicolas, Gilles et d'autres dont je ne connais pas forcément le nom, excusez-moi. Et puis, je voudrais parler de l'année prochaine. L'année prochaine, on va avoir des congrès en 2023. J'espère que cette fichue maladie nous aura enfin laissé tranquilles et que vous pourrez vous retrouver en un congrès en présentiel en Amérique du Nord et d'ailleurs aussi ailleurs. Voilà, donc maintenant je déclare cet épisode du congrès Ma Tante Jean 2022 ouverte et je vous souhaite un très beau congrès. Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer notre congrès Ma Tante Jean Amérique du Nord avec des invités qui sont du lycée français, du lycée international Alexandre Dumas de Alger. Donc, nous accueillons aujourd'hui Sarah, Rachel, Malika, Jenna, Dina et Amira qui vont nous parler d'un sujet qui s'intitule l'énigme de l'empereur. Nous vous écoutons. Donc, le domaine des mathématiques est omniprésent dans notre vie quotidienne, donc que ce soit des problèmes de partage de prix, de changement d'unité, de construction, ou encore de compréhension de graphique, mais également dans les matières que nous étudions à l'école, telles que les SVT ou encore la physique-chimie. C'est pour cela que nous avons choisi donc, de participer à ce congrès des mathématiques. Et au cours d'une longue réflexion, nous avons choisi le sujet 3 qui s'intitule l'énigme de l'empereur. Je laisse ma camarade vous le commenter. Alors, je vais à présent lire le sujet 3 qui s'intitule l'énigme de l'empereur. Un puissant empereur a capturé les filles d'un roi. Chacune de ces princesses est promise à un vaillant chevalier. L'empereur a enfermé chaque princesse dans une chambre de son château, puis il a inscrit au hasard les prénoms des princesses sur les portes. Quand les chevaliers se présentent au château, l'empereur leur propose d'entrer au château, l'un après l'autre, et de n'ouvrir que 2 des 4 chambres qu'ils renferment après leur passage. Après concertation entre eux, l'empereur leur interdit de communiquer. Ils auront alors toute la vie sauve si chacun d'eux trouve sa première liste. Donc maintenant, nous allons justifier notre choix. Tout d'abord, on a choisi l'énigme de l'empereur, tout d'abord parce que ça ressemblait à un sujet assez fantastique. Et ce qui nous intéressait, c'était de déceler la notion mathématique et la ce sujet assez littéraire et dans le tri dans les informations. Mais avant d'analyser ce sujet de façon mathématique, nous avons d'abord établi les règles. Et on a essayé de dessiner les 4 portes, nous avons fait des arbres pondérés par la suite, ainsi que des schémas. Une fois que les règles seront bien comprises, nous allons entamer l'analyse mathématique. Ensuite, nous avons relevé les conditions et les contraintes suivantes. Les chevaliers ont droit à une concertation avant de commencer le jeu. Donc, il y a donc interdiction de communiquer pendant le jeu. Ensuite, il faut que tous les chevaliers trouvent leur promise pour avoir une fin en noces.
Et finalement, tous les chevaliers vont passer l'épreuve sous les mêmes conditions. Donc, ils auront seulement 2 tentatives chacun pour trouver sa promise. Voilà. Donc, on a 4 portes, on a un chevalier et on a 2 tentatives. Donc, pour cela, on a d'abord pensé aux suites récurrentes, puis on s'est penché sur les probabilités, donc qui font également partie du programme de première, donc que nous maîtrisons. Donc, c'était pour trouver un lien logique et sans qu'il nous manque d'informations. Donc, c'est pour ça que l'idée des suites a été rapidement abandonnée et on s'est penché plus dans les probabilités. Donc, là, je vais laisser ma camarade nous donner la problématique de notre sujet. Donc, quelle stratégie on a? Donc, quelles stratégies doivent-ils opter pour que les probabilités soient en faveur de la survie des chevaliers? Pour rentrer dans les probabilités, quelle stratégie obtient une plus grande probabilité de réussite, sachant qu'une demande d'une fin heureuse, et ce qu'on entend par là, ce n'est pas forcément un résultat fini, mais pas infaillible, néanmoins une stratégie. Donc, juste on va continuer. Alors, nous continuons avec l'approche probabiliste. Les probabilités sont une grande partie des mathématiques avec l'algèbre et l'analyse. Elles sont très utilisées dans le domaine du jeu, dans les casinos, ainsi que dans les parties sportives. Elles ont également d'autres applications, comme par exemple dans le domaine industriel. On peut utiliser dans ce cas-là les probabilités pour trouver la chance d'obtenir l'événement. Le chevalier a trouvé sa promise selon différentes stratégies. Dans le cas des chevaliers, on parle d'une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chaque issue chaque issue a une probabilité identique de se réaliser, puisque après chaque chevalier, les portes sont refermées et ils sont soumis aux mêmes conditions. C'est une situation donc avec remise entre chaque chevalier. On a nommé 4 événements. G1, le chevalier trouve sa promise au premier coup. G2, le chevalier trouve sa promise au second coup. P1, le chevalier ne trouve pas sa promise du premier coup. Et P2, le chevalier ne trouve pas sa promise du second coup. La probabilité que l'événement G1 se réalise est de 1 quart, donc une chance sur 4. G2, c'est 1 tiers puisque le chevalier a déjà auparavant ouvert une porte. P1 est de 3 quarts. Et P2 est de 2 tiers. Si à tout moment l'événement P2 s'effectue, le jeu est terminé et la probabilité qu'il sorte vivant est de 0. Cela dit, nous avons une situation d'indépendance pour l'ensemble des chevaliers, car ces derniers ne peuvent pas communiquer entre eux. Ils ne savent donc pas quelle porte le chevalier précédent a ouvert. Mais si le jeu continue, cela signifie que le chevalier précédent a trouvé sa promise et qu'une chambre restera vide, mais cela ne change rien aux conditions du jeu. Donc voilà, pour continuer dans les calculs, on avait aimé G1 et G2 réussir du premier coup pour réussir du second coup. Encore avant. Voilà. Et G bar du gameplay, vu que les clés, c'est perdre du premier P1 et P2, de perdre du premier coup et du second coup, ce sont les éléments contraires de G1 et de G2. Et plus globalement, nous avons donné G, le chevalier réussit, que ce soit du premier ou du deuxième coup. Donc, après des calculs, on obtient un demi, car il y a 4 portes, un chevalier et il y a 2 essais. Donc, il a 2 chances sur 4 de réussir, donc une chance et demie, et du coup, l'événement contraire a également autant de chances. Donc, chaque chevalier a autant de chances de réussir que d'échouer. Ça, c'est si on se concentre sur un chevalier. Mais si on se concentre dans les 2 épreuves que chaque chevalier rencontre, il a d'abord une chance sur 4, donc une chance sur 4 de réussir, et du coup, l'événement contraire, 3 chances sur 4 d'échouer. Donc la chance d'échouer, la probabilité d'échouer est beaucoup plus grande. Et c'est exactement la même chose dans le second essai, car même, imaginons qu'il échoue du premier coup, il a une deuxième chance pour réussir. Il a une chance sur 3, tandis que 2 chances sur 3 de plus. Donc maintenant, après on a analysé cette facette de la situation, c'est-à-dire les chevaliers face aux portes. Ensuite, on a analysé les princesses face aux portes et les différentes configurations. Donc le premier cas, ce serait que la princesse, une princesse, que ce soit la princesse A, B, C ou D, donc on les a livrés par des lettres majuscules. Premier cas, elle se trouve dans la chambre A, c'est porte sur le deuxième cas dans la chambre B, troisième cas dans la chambre C, et quatrième cas dans la chambre D. Donc voici les 4 variables. Chaque princesse a une chance sur 4 de se trouver dans sa chambre. Et elle a également une chance sur 4 de se trouver dans une autre chambre, c'est-à-dire que dans la B, dans la C, dans la D. Donc c'est une situation d'équiprobabilité. Maintenant, si on considère ces chambres
comme un ensemble, c'est-à-dire que chaque princesse a une chance sur 4 de se trouver dans sa chambre, et 3 chances sur 4 qu'elle ne se trouve pas. Donc si on se place dans cette optique-là, elle a plus de chances de se trouver dans une pièce qui ne porte pas son nom qu'une pièce qui porte son nom. Donc on est parti sur une stratégie que chaque chevalier devrait opter sur une chambre qui ne porterait pas le nom de sa princesse. Voici par la suite les schémas. Donc ici, les deux modélisations ci-dessus aboutissent à un même résultat. Il y a 24 configurations possibles. Voilà, donc il y a 24 possibilités et on a compté qu'il n'y avait qu'une seule chance sur 24 que toutes les princesses se trouvent dans leur chambre, ce qui est en termes de probabilité extrêmement faible. Donc, ce qui confirme notre stratégie qu'on avait énoncée plus tôt, chaque chevalier qui est conscient de la ruse, qui est conscient du jeu de hasard, qu'il est possible que sa promise ne se trouve pas dans la chambre, du coup dans sa chambre à elle, donc il y a plus de chances qu'elle ne se trouve pas dans sa chambre. Donc, le fait que les points soient soumis au hasard, il devrait, chaque chevalier ouvrir deux portes où le nom de sa promise ne figure pas. Voilà, ensuite je vais laisser ma camarade parler d'autres choses. Alors, nous entamons avec la loi binomiale. Suite à notre analyse de la situation grâce aux probabilités, nous avons cherché justement une réponse. Des chiffres. Après plusieurs recherches sur les probabilités, nous sommes tombés sur la loi binomiale. La loi binomiale mobilise la fréquence du nombre de succès obtenus lors de la répétition de plusieurs expériences aléatoires, identiques et indépendantes. De plus, la réalisation de l'événement au cours de chacune des expériences est appelée succès. Et la probabilité de réalisation est dite probabilité de succès désignée par P. Au premier abord, utiliser la loi binomiale nous semblait être une stratégie idéale. À l'aide de notre professeur, nous avons réalisé un schéma représentant les deux issues, donc succès et échec. Le fait qu'il y ait remise nous a aussi empêché de poursuivre les calculs. Mais on s'est rendu compte que la puissance de P était trop élevée et que cette approche n'était pas justement donc, de notre niveau. Ensuite, toujours à la recherche d'une réponse stricte, nous nous sommes tournés vers la théorie des graphes. Alors, un graphe est une collection d'éléments mis en relation entre eux. Donc, géométriquement, on représente ces éléments par des points et sont liés entre eux par des arcs de courbe, donc des arrêts. La théorie des graphes s'intéresse à de multiples propriétés, mais celle qui nous intéresse, c'est vraiment l'existence d'un chemin plus court, puisque nous avons fait un rapprochement avec notre énigme, puisque nous cherchions l'itinéraire le plus court. Alors, nous pensions trouver un chemin plus court qui reliait les chevaliers à leur promise. Mais nous n'avons pas tardé à refuter cette hypothèse, puisqu'on s'est rendu compte que ce n'était vraiment pas le but, et qu'on ne cherchait pas à arriver à trouver le chemin le plus court, mais juste trouver un chemin. Voilà. Et donc, après consultation avec M. Bonham, le chercheur qui nous a accompagnés, la théorie des graphes n'est pas valide. Et c'est donc une impasse. Voilà. Alors nous continuons avec la théorie des jeux. La théorie des jeux se propose d'étudier des situations appelées jeux, où des individus, des joueurs, prennent des décisions. Chacun étant conscient que le résultat de son propre choix, donc ses gains, dépend de celui des autres. C'est pourquoi on dit parfois de la théorie des jeux qu'elle est une théorie de la décision en interaction. Puis, dans la théorie des jeux, il y a un équilibre de nage. C'est une situation où la première situation, c'est où chaque joueur peut battre correctement le choix des actions des autres et chaque joueur maximise son gain compte tenu de cette prévision. Donc, pour que les chevaliers aient une meilleure chance de gagner, il faut se mettre d'accord à ne pas laisser aucune porte fermée. Car si une des portes n'est pas ouverte et n'est pas ouverte par aucun chevalier, un des chevaliers n'aura forcément pas sa promise et donc ils perdent le jeu et forcément leur vie. Donc en continuant nos recherches en relation avec la théorie des jeux, nous sommes tombés sur le problème de Monty Ball qui se rapproche un peu de notre problème à nous. Il s'agit en réalité d'un casse-tête probabiliste, librement inspiré du jeu télévisé américain Let's Make a Deal. Il est simple dans son énoncé, mais non intuitif dans sa résolution, et c'est pourquoi on parle souvent à ce sujet de paradoxe de Monty Ball. Je vais à présent parler des règles. Le sujet oppose un présentateur, un candidat, qui est le joueur. Ce joueur est placé devant 3 portes fermées. Derrière l'une d'entre elles se trouve une voiture, et derrière chacune des 2 autres se trouve une chèvre. Il doit d'abord désigner une porte,
Puis le présentateur doit ouvrir une porte qui n'est ni celle choisie par le candidat, ni celle cachant la voiture. Nous savons que le présentateur sait quelle est la bonne porte dès le départ. Le candidat a alors le droit d'ouvrir la porte qu'il a choisie initialement ou d'ouvrir la troisième porte. Les questions que se pose alors le candidat sont que doit-il faire et quelles sont ses chances de gagner la voiture en agissant au mieux. On a trouvé des similitudes avec notre problème l'énigme de l'empereur. D'abord, c'est une situation d'équiprobabilité. On peut imaginer un cas 1 où le candidat a choisi la porte de la chèvre 1, un cas 2 où le candidat a choisi la porte de la chèvre 2 et un cas 3 où le candidat a choisi la voiture. Ces trois éléments sont équiprobables. On a aussi trouvé des différences qui sont qu'il n'y a que 3 portes et que le présentateur, mais lui aussi, il élabore lui aussi une stratégie. Ce problème ne nous a pas vraiment aidé à la résolution de notre énigme, mais ça peut montrer qu'il y a des similitudes et que notre problème pourrait trouver une solution. Ensuite, nous pouvons émettre quelques hypothèses par rapport aux stratégies. Donc, après toutes ces recherches, nous nous sommes retournés vers les probabilités. Donc, la première hypothèse est supposons que 4 chevaliers n'ouvrent que la porte 1, 2 et 3. La probabilité sera donc de 0. La probabilité de réussir sera donc de 0. Puisqu'on sait que chaque promise est derrière une porte. Et si on néglige même une seule porte, une promise ne sera pas trouvée et donc ne pourra pas gagner. Ensuite, si les chevaliers ouvrent uniquement les pièces 1, 2 et 3, alors la promise cachée derrière la porte 4 ne sera pas trouvée. Et ensuite, pour la seconde hypothèse, c'est supposons que les 4 chevaliers ouvrent les 4 portes, mais que l'une des portes soit choisie plus que l'autre. Donc, par exemple, la porte 1 est choisie 3 fois, la porte 2 est choisie 1 fois, et la porte 3 est choisie 2 fois, et la porte 4 est choisie 2 fois. Donc, alors la probabilité que la promise 2 soit choisie est diminuée comparée à, par exemple, la porte 1, qui a donc été choisie 3 fois. Donc, or, pour maximiser la chance que toutes les promises soient trouvées et de gagner le jeu, il faut que les chevaliers se mettent d'accord pendant les concertations pour ouvrir toutes les portes un même nombre de fois. Et donc, pour que ces dernières aient tous la même chance d'être trouvées. Ainsi, voilà, toutes les portes doivent être prises impérativement pour augmenter les chances de réussite. Et ces portes doivent être prises donc d'une manière égale pour ne pas favoriser une porte à l'autre. Donc, aucune porte maladie ne doit être délaissée, et c'est pour des raisons d'égalité de chance, de probabilité. Le nombre de fois que chaque porte doit être prise est donc 2. Et chaque chevalier, nous les a nommés par des petites lettres, donc A, B, C et D, devra prendre donc chaque chevalier petit A, et il y a la princesse grand A. Donc il doit prendre une pièce où le nom de sa bien-aimée, donc sa promise, ne figure pas. Par exemple, la A prend la B et la B prend la A et la C prend la D et la A, et la D prend la C et la D. Dans cette configuration, chaque porte est prise 2 fois, et aucun prince ne prend la chambre où figure le nom de sa promise. Après, là où on peut stagner, c'est-à-dire qu'on pourrait faire un programme Python où selon l'avancée des cas, on l'a fait dans un arbre pondéré, c'est-à-dire s'il réussit du premier coup, du deuxième coup avec les chances de réussite, c'est-à-dire que, imaginons qu'il ne réussisse pas, le jeu s'arrête. Mais là, on part du principe que chaque chevalier réussit dans un objectif de réussite. Donc la seule chose qui est possible, c'est que, comme réponse définitive, toutes les portes doivent être prises 2 fois à chaque chevalier et ne pas prendre la porte, ne pas déranger les portes et ne pas prendre une porte où le nom de la promise figure. Donc ça, c'est là où on est arrivé en conclusion définitive et réfutable, selon nous. Nous allons maintenant parler de notre expérience. Les mathématiques telles que nous les avons connues ont toujours eu pour but d'arriver à une ou plusieurs réponses strictes et définitives. Au cours de nos recherches, nous avons rencontré d'abord de multiples difficultés puisque nous étions en train de chercher une réponse stricte et définitive. Au départ, nous ne savions pas vraiment par quoi commencer, faire des recherches, mais rechercher quoi. Nous nous sommes alors accrochés à ce que nous maîtrisions plus ou moins, les probabilités, qui sont d'ailleurs au programme de première. Peut-être par manque de moyens ou dû à notre niveau, nous n'avons pas proposé plusieurs stratégies. On a compris que la réponse n'était pas le plus important, c'était nos réflexions, les liens mathématiques, mobiliser nos connaissances mathématiques afin d'analyser un sujet au départ purement énigmatique.
Et grâce à cette expérience, ma tante Jean, nous sommes forgés une nouvelle image des mathématiques. Nous avons appris à collaborer en groupe, à débattre et à nous entraider afin de proposer aujourd'hui cette présentation. Nous remercions ainsi tous nos professeurs qui nous encadraient tout au long de nos séances, ainsi aux professeurs-chercheurs qui ont su répondre à nos questions et à nous guider davantage dans nos pistes. Merci beaucoup. Et qu'on a fini. Bien, merci à vous. Bravo pour cette présentation et pour votre retour d'expérience aussi. Ça répond à une question que j'allais vous poser. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Donc, c'est très, très chouette. Vous avez effectivement mis le doigt sur ce que c'est que de faire de la recherche. C'est partir sur des pistes, c'est essayer, c'est prendre des risques. Et c'est très intéressant de partager ce retour avec la communauté. Donc, merci beaucoup et bravo à vous. Alors, j'ai peu de questions. J'ai juste une petite question. Vous avez parlé d'un nombre 29 à un moment, de 29 configurations, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça? 24. Les 24 configurations possibles. 24. C'est pour ça. Donc, ça répond à la question que je me posais. OK. Et est-ce que vous avez envisagé de tester une piste qui utiliserait un outil logiciel avec, par exemple, un script dans un programme, dans un langage quelconque ou pas? Donc, on a essayé de trouver, on a essayé de faire un programme Python pour nous donner toutes les possibilités, mais il y avait quelques formules qu'on ne connaissait pas. D'accord. Forcément. Et après, on a essayé également dans Scratch, mais on a trouvé que ça prenait pas en compte toutes les contraintes qu'il y avait. Mais surtout que quand on a proposé ça à notre chercheur qui nous guidait, il nous a dit que vu qu'il n'y avait que 4 portes et que du coup les max de configurations possibles c'était 24, on s'est dit qu'on pouvait faire des schémas et des configurations manuellement, même si Python, on gère certaines formules, mais on a préféré faire ça manuellement vu que ça rentrait dans une diapo qui représentait bien. Donc, grosso modo, Très bien. Très bien. Non, mais écoutez, c'est super. Et puis, vous avez exploré effectivement tout un tas de pistes. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de tout ça, vous avez en plus appris des choses. Donc, bravo encore à vous. On va enchaîner après une courte pause, je pense, puisque c'est des camarades du même lycée que vous qui vont passer sur une autre énigme qui leur a été donnée. Merci encore à vous et bon courage pour la suite. Merci. Combien la pause? Le temps que vos camarades, ils sont dans la même salle, vos camarades? Ok, ils sont connectés. Les gens sont le bac.